Chers amis, bonjour, good morning, good afternoon, good evening everyone. How are you today? Je vous espère en pleine forme. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur aujourd'hui pour parler des presque synonymes en anglais. Alors, techniquement, presque synonyme n'existe pas en français. Mais là, je fais un peu une entorse à la règle pour que tout le monde puisse comprendre facilement ce que on veut dire par presque synonyme avec cette paire d'exemples que vous avez en parenthèse. Issue, problem. Vous voyez, donc ce sont des mots qui sont, pour le coup, presque synonymes, qui sont proches, mais il y a tout de même une nuance et il faut savoir les distinguer puisqu'on parle de vocabulaire courant. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est 1. D'améliorer votre vocabulaire et 2. De travailler spécifiquement 4 exemples, d'accord? Je vous mets ici, donc issue, problem, to try et to try out, has gone, has been, très important celui-ci, peut-être le plus important de toute la vidéo, et la différence entre what about you and how about you, ok? So, commençons par issue et problem. D'ailleurs, vous remarquerez, chers amis, que en anglais, on utilise beaucoup plus souvent issue que problem. Et ça, il y a un petit côté culturel. Les Américains, pour le coup, les anglophones, comme chaque peuple, comme par exemple si vous êtes français comme moi, on a des points forts, des points faibles, des points positifs, des points négatifs. Et il se trouve que, et notamment les anglophones de manière générale, on va dire les anglophones, les anglais, les américains, canadiens, etc., ont une façon souvent un peu plus optimiste de voir les choses. Et donc, vous entendrez très souvent l'emploi de issue à la place de problem. Nous, on va peut-être un peu plus se concentrer sur le côté négatif, alors que ici, avec issue, on se concentre sur, ok, il y a quelque chose à surmonter, c'est quelque part la problématique et ça peut se résoudre, d'accord? There is an issue with my order. Comment on va le traduire en français? Il y a un problème avec ma commande. Parce que si je vous le dis, il y a une difficulté avec votre commande, il y a une difficulté avec votre commande, là vous dites, qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas possible. Vous voyez, ça sent l'enfumage. Vous voyez à quel point la culture, elle modifie la perception du sens qui se cache derrière chaque mot, donc dans chaque phrase. Donc faites bien cette distinction entre issue et problem. Issue, c'est OK, il y a ce souci-là et on va pouvoir le résoudre, d'accord? En revanche, quand on parle aussi de problem en anglais, pour le coup, c'est assez sérieux. C'est une situation négative qui demande évidemment une résolution souvent immédiate, je vous le mets en parenthèse, et qui va impacter, là aussi évidemment négativement, les gens et l'environnement autour de vous. Alors, ça peut être vous aussi, bien sûr. So, there is a problem with the car. We'd better get it fixed. Donc là, vous voyez, c'est vraiment sérieux. There is an issue with the car. We should be able to fix it. On devrait être capable de réparer ce souci, ok? Vous voyez, c'est la différence entre problem et issue. Et attention, c'est pas problème, c'est problem. Vous avez l'accent tonique ici. Vous savez, chers amis, les mots, qui ont 2 syllabes ou plus en anglais ont toujours une de ces syllabes qui est accentuée. C'est cette syllabe qui porte l'accent tonique. Vous le voyez en phonétique et c'est pour ça que la phonétique est le juge de paix pour la prononciation. Vous avez votre apostrophe ici et derrière donc la syllabe qui est ici, qui correspond à ces 3 premières lettres, très exactement. C'est celle qui va porter l'accent tonique. Donc, c'est pas problem, mais problem, ok? So, there is a problem with the car. We better get it fixed. On ferait mieux de la faire réparer. To get something fixed, ok? Par exemple, vous retrouverez aussi get it done. Get it done. Fais-le. Techniquement, fais-le faire, d'accord? Il faut que ça soit fait.
littéralement, c'est atteins le résultat. Arrange-toi pour que ça soit fait. Fais-le, ok? Get it done, get it fixed. Faire, réparer, ok? Pour résumer, an issue can become a real problem, ok? An issue can become a real problem. Un souci peut devenir un vrai problème. On pourrait peut-être le traduire comme ceci. Alors, si vous voulez récupérer tout ce que vous voyez à l'écran et faire évidemment le quiz d'application, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, les amis, dans la description de la vidéo. Donc, vous pourrez télécharger en PDF et bien évidemment faire le quiz d'application. La différence entre to try et to try out. Alors, to try, c'est un verbe simple. To try out, c'est ce qu'on appelle un phrasal verb. Vous les retrouvez tout le temps. Phrasal verb. Vous connaissez get up, stand up for your rights. Enfin, voilà. C'était juste pour illustrer, hein, pas pour chanter, vous l'avez compris. Donc, to stand up, c'est littéralement se lever au sens figuré, au sens propre. En fait, qu'est-ce qui se passe? To stand, c'est être debout, to stand. Et on rajoute une particule, stand up. Particule qui va modifier plus ou moins, de manière plus ou moins importante, parfois de manière radicale, le verbe de base. Et c'est ce qui se passe avec to try et to try out, parce que to try, c'est essayer, faire une tentative, d'accord? Essayer, c'est vraiment le sens de base. Si on affine un peu, ça peut être aussi faire une tentative, par exemple. I tried to call you many times. Many, many times. Vous voyez, ce genre de locution adverbiale, donc c'est un adverbe en plusieurs mots. Il faut absolument, là, de manière, il faut absolument les retenir, ok? C'est pas much times, non, c'est many times. One time, two times, on peut les compter, donc c'est many. And I tried. J'ai essayé. Ok? Là, c'est un passé. Pourquoi? Donc, prétérit. Pourquoi? Parce que, bon, vous n'avez pas le contexte, mais on considère que c'est une action qui est dans le passé, qui est finie dans le passé. Voilà. Donc, je vous le dis. Sinon, vous voyez cette phrase en français, vous ne pouvez pas savoir si vous allez avoir un passé ou un present perfect. Ça aurait pu être I have tried to call you many times and I haven't succeeded yet. Et je n'ai pas encore réussi. To reach you and I haven't managed. Allez, on va mettre managed. Je n'ai pas réussi à te joindre. OK? Donc, vous voyez, to try, c'est essayer, tout simplement. Et quand vous dites to try out, là, pour le coup, c'est tester. OK? Donc, en fait, ne vous laissez pas piéger par le fait que vous connaissez to try et après, vous aurez un petit mot comme ça, je devrais comprendre. Non, parce qu'en français, on change, parce que regardez, essayer, faire une tentative, tester, au niveau graphique, c'est-à-dire au niveau, littéralement, les lettres utilisées, ça se ressemble pas beaucoup. Essayer, tester, il n'y a pas de racine commune. Donc, nous, on a des verbes qui sont bien différents. Mais ne tombez pas dans le piège de penser que le fait que, en plus, ces particules, vous les connaissez, out, c'est en dehors, vous allez comprendre facilement les phrasal verbs. Parfois oui, parfois non. Ici, vous voyez, to try out, c'est pas transparent, c'est tester. I've tried out this new app and I recommend it. Et là, vous voyez, vous avez un present perfect. Pourquoi? Parce que je l'ai essayé et maintenant la conséquence dans le présent directement, c'est ça. Vous voyez, ça se suit dans le temps. Ça commence dans le passé et on a notre conséquence dans le présent. I recommend it. Apostrophe ici. Du coup, vous avez votre accent tonique ici. I've tried out this new app and I recommend it. OK? J'ai essayé cette nouvelle application et je la recommande. Bon, facile. Donc maintenant, vous maîtrisez bien issue, problem, ou alors vous avez révisé si vous le connaissiez déjà. Même chose pour to try et pour to try out. Continuons, si vous le voulez bien, dans la joie. Vous le voulez bien? Parfait. Et la bonne humeur, chers amis. Has gone, has been. So, has gone. C'est bien différent de has been. Pourquoi? La personne, quand on dit has gone,
elle n'est pas revenue. D'accord? Et c'est pas gone, c'est gone. Gone, G-E, gone. Et has been, elle est revenue. Donc, regardez, si je vous dis, je vais commencer par celui-ci là pour l'occasion, parce que je trouve qu'il est encore plus simple. He has been to Asia. 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 Vous faites bien l'accent tonique ici avec votre diphtongue. C'est pas Asia ou Asia, non, c'est Asia. OK? So, he has been to Asia many times. On retrouve notre locution adverbiale. Il est allé en Asie plusieurs fois. Vous voyez bien qu'on a un back and forth, c'est-à-dire un aller, l'aller et le retour. Back and forth. On a un aller et retour, donc il est revenu. On dit has been. Si je vous dis il est parti, en fait, c'est has gone, c'est il est parti. D'accord? Être parti, et ben si je vous dis il est parti, ben, il n'est pas revenu. Littéralement en français, c'est implicite, c'est évident pour vous. Ben, ça se traduit de cette façon en anglais. So, for example, he has gone to the market. He should be back soon. Il devrait être bientôt rentré, bientôt de retour. So, he has gone to the market. He should. Vous ne prononcez jamais le L dans should, would, could. OK? Would, should, could. Et il devrait bientôt être revenu. Donc, to be gone, c'est être parti, on n'est pas revenu. Et to have been, c'est on y est allé, on est revenu. I've been to New York many times. Je suis allé à New York many times. De nombreuses fois. OK? D'ailleurs, il y a une petite faute de traduction, je n'avais pas vu. C'est pas plusieurs fois, several times, ça serait plusieurs fois. Voyez? Several times, plusieurs fois. Many times, c'est beaucoup de fois. Donc, je suis allé en Asie beaucoup de fois. De nombreuses fois. Je trouve que de nombreuses fois, c'est un petit peu plus joli quand même. Allez, pour le coup, puisqu'on se concentre sur l'anglais parlé, on va mettre beaucoup de fois. Ça passe. Je ne trouve pas ça très élégant. Je ne sais pas pourquoi dans la langue de Molière. Et alors là, peut-être un petit peu plus fin, mais non moins important, chers amis. What about you and how about you? So, quand vous dites what about you, attention, là, il y a un implicite, donc ne vous faites pas avoir. Là, pour le coup, c'est surtout pour de la compréhension en premier. Là, c'est assez impersonnel. Donc, retenez what about you, impersonnel, et how. How, c'est la manière. On vous demande la manière. Donc là, c'est beaucoup plus personnel. Regardez. What about you? Là, vous demandez l'avis de quelqu'un, d'accord? Mais de manière un peu rhétorique, d'accord? On va boire un verre ce soir, et toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as quelque chose de prévu? So, we are going for a drink tonight. What about you? What about you? Je sais pas pourquoi je relève, parce que c'est what about you? OK? We are going for a drink tonight. What about you? Et toi? Et toi, en fait, littéralement. Et how about you? Là, vous considérez les choses comme de manière plus positive et plus personnelle. Donc, si on reprend la même phrase, we are going for a drink tonight. How about you? Ça te dirait de venir avec nous? Et toi, tu te joindrais à nous? OK? Quant à toi, tu comptes faire partir du groupe? Tu comptes faire partie, pas partir pour le coup, faire partie du groupe? Vous voyez la différence? En fait, comme 3 lettres ici changent complètement la compréhension de la phrase. Et alors, quand vous êtes dans des situations de ce type d'interaction, vous avez vraiment intérêt à comprendre parce que c'est pas facile quand on parle une langue étrangère, encore plus si vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise en anglais. Donc, si vous comprenez pas ce genre, ce qui peut être considéré comme une subtilité vraiment du niveau avancé, peut-être que vous allez vous inviter sans le vouloir et
Et ça peut être gênant parce que le what about you, vous l'avez pris pour un how about you. Ou peut-être que le contraire, en fait, vous n'avez pas compris l'invitation implicite. Donc là, on est vraiment sur la frontière entre qu'est-ce que je dois connaître en anglais, un peu vraiment les bases, et tout de même quelque chose qui est pas forcément très subtil, mais par contre qui est fin tout de même parce que ça se joue à pas grand-chose, chers amis. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous pouvez mettre ça juste en dessous, bien évidemment. Je reviendrai vers vous avec grand plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, en bas à droite. Et vous avez le i ici si vous êtes sur ordinateur pour faire le quiz d'application, récupérer tout le PDF de la vidéo. Si vous ne voyez pas le i, vous avez le lien qui est dans la description. Donc pour tous ceux notamment qui sont sur mobile ou sur tablette. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.